Bonjour à tous. Très bien. Alors, on va démarrer. Je vois qu'on a quand même déjà pas mal de participants. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous parler un petit peu de facturation électronique, comme un sujet d'actualité. Donc, Geoffrey Dubaud, directeur associé. Je suis accompagné de Soukiana Asbiti, responsable projet facturation électronique. Et ensemble, on va essayer de vous donner quelques éléments sur ce qu'est un projet de dématérialisation de la facturation. Alors, pour reprendre un petit peu dans l'ordre notre sommaire, on va présenter Axelor, la société, les quelques chiffres que l'on a, l'avantage de la dématérialisation, ce que ça va pouvoir du coup apporter pour votre entreprise, les enjeux. On va revenir un petit peu sur la réforme, même si le calendrier a un petit peu évolué dernièrement, ça permettra aussi de revenir un peu sur les gros points, de parler des formats, des normes, des différents types de transactions qui sont attendus, les acteurs et leur rôle. Et puis, on vous présentera ensuite l'approche de Axelor de la facturation électronique, c'est-à-dire ce que l'on a prévu dans l'outil, ce qui est déjà prêt, ce qu'on a prévu pour pouvoir demain gérer aussi bien la réforme que n'importe quel flux que l'on souhaite dématérialiser. Et puis on passera après à une séance de questions-réponses. Voilà, j'en profite, n'hésitez pas à poser des questions au travers du chat, on y répondra avec grand plaisir. Donc Axelor, en quelques chiffres, l'entreprise a été créée en 2005. On est devenu éditeur à part entière de logiciels en 2014, après pas mal d'années de recherche et développement. On a, en 2022, souhaité accélérer. Et pour cela, on a réalisé une première levée de fonds qui nous a permis de recentrer le développement du produit, recentrer également les ressources sur le développement international. Aujourd'hui, Axelor, c'est 60 partenaires actifs qui nous permettent de travailler en indirect et plus de 100 000 utilisateurs dans la version commerciale. On est 150 collaborateurs, dont la grande majorité en France, répartis sur 3 sites. Et Axelor est membre de la FNFE, donc la Fédération nationale de la facturation électronique, ce qui nous permet d'être bien informés des sujets. Très bien, je vais prendre la main, Geoffrey. On Oui. va commencer tout d'abord, du coup, comme disait Geoffrey, à parler un peu de façon générale les avantages que peut ramener la dématérialisation des données. Tout d'abord, on peut parler de valorisation. En fait, en faisant le choix de dématérialiser les données, l'entreprise va pouvoir tirer profit facilement et va pouvoir tirer profit des données stockées. Donc, on va avoir plus facilement accès à la donnée. On va pouvoir l'éditer, la partager. Aussi, en dématérialisant les données, on pourra renforcer en fait l'automatisation des processus. Et par ce biais, on va pouvoir donc améliorer le pilotage et par ce même biais, donc la gestion de sa trésorerie. Donc, on a parlé d'accessibilité. On va aussi avoir du coup un accès immédiat à cette donnée. Ce qui en résulte, on va avoir du coup aussi moins d'erreurs humaines. On va aussi pouvoir limiter le temps que vont passer les collaborateurs dans des tâches chronophages et qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc, pour leur libérer plus de temps, on peut par exemple citer l'exemple de si on choisit d'automatiser tout le cycle de Procure to Pay, ben les collaborateurs vont passer plus de temps par exemple, à analyser la donnée que de passer du temps sur des tâches au fait, qui n'ont pas de valeur ajoutée. Par la suite, donc ça rejoint un peu ce que je disais par rapport au gain de temps, d'automatisation des process. On va en fait aussi réduire les délais de traitement avec l'automatisation. Donc, on réduit les délais de traitement et de validation des process entre les différentes étapes. Et ça peut être aussi l'occasion, quand on fait la dématérialisation, de faire du tri en fait dans ces données. Parce que si on choisit de passer par une plateforme unique de gestion de ces flux,
l'entreprise, elle pourra plus facilement centraliser les informations. Donc, on va aussi limiter les plateformes qui sont redondantes. Ensuite, pour un des autres points qu'on peut citer, ça va être le coût. Au fait, coût unitaire de. Le coût En unitaire fait, de l'émission d'une oui, facture, qui est aujourd'hui autour de 3 à 6 euros pour une facture papier, entre finalement le temps est consacré, l'édition de papier, le courrier, euh, etc., par rapport à une facture dématérialisée, euh, peut-être émise avec un format comme Facturix envoyé par une plateforme EDI ou par email. On va obtenir un coût derrière de facture unitaire qui sera inférieur à 50 centimes. Donc c'est clairement exactement. un enjeu financier pour une entreprise sur le sujet. Ouais, en fait, justement, en fait, si on a l'impression qu'une facture classique reviendrait moins cher, mais au fait, si on prend tout le cycle de la facture, que ce soit le temps humain qui est passé dessus, que ce soit le coût postal ou gestion email, stockage, etc., comparé à une facture dématérialisée, même en faisant le choix par exemple, du coup, d'avoir un moyen de signature qualifié, un moyen d'archivage pareil qui est sécurisé. En fait, en comparant les coûts, on revient quand même à un coût qui est beaucoup moins important pour la facture dématérialisée. Ensuite, donc revenons un peu du coup sur la réforme. Pourquoi l'État veut mettre en place cette réforme? Ce qu'il faut rappeler, c'est que cette réforme s'inscrit déjà dans un mouvement européen global qui veut mettre en place cette facture électronique dans un premier but qui est évident, c'est faciliter au fait la lutte contre la fraude fiscale. On va le voir un peu plus loin dans le schéma que veut mettre en place la France. Comment l'État, en fait, il va avoir une meilleure visibilité, au fait, sur les différentes factures qui circulent. Et par conséquent, donc, il aura quand même plus de facilité à lutter contre la fraude. Cette réforme va aussi simplifier, donc, en l'occurrence, la déclaration de la TVA. Donc, on a par exemple aujourd'hui l'exemple avec la déclaration des revenus. Quand on fait la déclaration, on a déjà un pré-remplissage qui nous facilite ces déclarations. Bah, à terme, avec la réforme, ça sera le cas avec la TVA. On va aussi avoir une simplification des processus de facturation d'entreprise parce qu'en fait, avec la réforme, les entreprises vont avoir une meilleure vision en fait sur l'état de la facture et sur le cycle le cycle de la facture en fait, dans quel statut elle est. Ce qui réduirait d'un côté les délais de traitement, les délais de paiement et par ce même biais, donc ça va réduire les différentes démarches administratives qui en découlent. Enfin, donc la réforme va aussi permettre en fait à l'État d'avoir une meilleure vision sur les entreprises en fait sur l'activité en fait des entreprises en temps réel, parce qu'en fait, on va avoir un annuaire qui liste toutes les entreprises, on va avoir toutes les informations sur les factures, etc. Et donc, par ce biais, l'État va pouvoir mieux piloter la politique et aussi donc accompagner les entreprises quand il y a besoin. Par exemple, comme on l'a vécu pendant la crise du Covid, il y a eu plusieurs entreprises qui étaient en difficulté. Et avec la réforme de la facture électronique, je pense que l'État il va avoir quand même plus de facilité à appréhender et à accompagner les entreprises. Le contexte du coup de la réforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que la facture électronique, c'est pas nouveau, ça existe en France comme dans d'autres pays en Europe. En France, l'obligation, elle est déjà présente pour toutes les transactions. Donc depuis 2020, pour toutes les entreprises qui réalisent des transactions avec l'État. Donc toute facture qui est à destination de l'entité publique doit forcément passer par le portail unique d'émission et de réception que vous connaissez certainement, Chorus Pro.
Ce qui change avec cette réforme, c'est qu'en fait, on va avoir une généralisation de cette obligation. Dans un premier temps, on va avoir une obligation de réception des factures électroniques. Donc, sur le premier calendrier qui a été énoncé, l'obligation commençait à partir de juillet 2024. Ça a été décalé. On va voir plus tard pourquoi. Ça a été du coup reporté pour plutôt le premier trimestre 2026. Et donc, cette obligation, ça va concerner toutes les entreprises. Ensuite, on va avoir l'obligation d'émission qui est un peu plus conséquente et du coup nécessite un peu plus de préparation du côté des entreprises. Elle va se faire par palier. Donc, sur le premier calendrier, c'était prévu sur 3 paliers différents selon la taille et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Maintenant, sur le prochain calendrier, de ce qui s'annonce, ça va se faire soit sur 2 ou 3 phases. Donc, à partir du premier trimestre 2026 et ensuite pour les petites et moyennes entreprises, septembre-octobre 2026. Donc, on parle de facture électronique, mais tout le monde ne sait pas forcément de quoi il s'agit quand on parle de facture électronique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit facture électronique, ce n'est pas forcément une facture dématérialisée. Par exemple, le fait d'envoyer une facture qu'on a générée, par exemple, sur un fichier Excel et qu'on a envoyé par un mail à une entreprise, ne fait pas d'elle une facture électronique. Même exemple, si on prend une facture qu'on a extraite au format PDF et qu'on a imprimée, envoyée à une entreprise, ce n'est pas une facture électronique. Donc, au mieux, on peut parler de facture dématérialisée. Donc, finalement, en fait, la facture électronique, ça va être quoi? Ça va être une facture qui respecte un format qui est structuré. Donc, on va voir, donc, c'est le troisième type qu'on voit ici, donc l'hybride ou le mixte. Les formats dont j'ai parlé, donc, c'est plutôt les formats non structurés. Donc, c'est par exemple, le format qui est le plus utilisé, c'est PDF. L'avantage, c'est que ça présente c'est un lisible qui est facilement accessible à l'humain. Par contre, pour un outil derrière qui veut extraire les données, c'est beaucoup plus compliqué. On va avoir, en l'occurrence, par contre, en face, le format structuré ou EDI. Donc, lui, c'est plutôt le contraire. On va avoir plutôt un format qui est que structuré, donc qui n'est pas du tout lisible pour l'humain ou du moins lisible pour les personnes assez techniques. Et par contre, qui du coup, il est beaucoup plus simple à extraire. D'où, en fait, le nouveau format qu'on retrouve, dont vous avez peut-être entendu parler, donc FactureX. C'est un format qui est hybride ou mixte. Donc, on va avoir d'un côté le format PDF, mais associé à ceci en pièces jointes, un format structuré en XML. Donc, on a plusieurs formats d'ailleurs. Donc, il y a le FactureX notamment qui est un format qui est mis en avant dans le cadre de cette réforme, mais on a aussi du coup UBL et C2I. Et si je vous présente un exemple, donc là par exemple, on a une facture classique en format PDF. En l'ouvrant, donc c'est une facture du coup au format FactureX. Dans cette facture, on va avoir du coup en pièce jointe la facture XML. Et en ouvrant cette pièce jointe, on va avoir du coup le format structuré. Donc, si on regarde en détail, en fait, ça va reprendre exactement les mêmes informations. C'est juste que voilà, c'est un format balisé qui facilite l'extraction des données. Donc, par exemple, on va retrouver le numéro de la facture, les libellés des lignes de facture, etc. C'est le format qu'on a choisi chez Axelor d'exploiter parce qu'il a l'avantage du coup d'être mixte et de nous permettre informatiquement de pouvoir exploiter facilement les données et de manière fiable, tout en permettant à un utilisateur de pouvoir lui-même contrôler finalement la donnée à partir du document PDF, d'appliquer le principe des casiers en comptabilité. Donc là, on a parlé de façon générale, on a parlé de la facture électronique. Ce qu'il faut savoir que dans la réforme, on aura deux types de transactions qu'il faudra distinguer.
Et donc, il faudra prendre en considération dans la préparation de son entreprise pour cette réforme, c'est que d'un côté, du coup, on a le e-invoicing, donc c'est tout simplement la facture telle qu'on la connaît, donc, mais sous un format structuré. Mais d'un autre côté, du coup, on a le e-reporting. Donc, on va voir juste après ce que c'est. Donc, comme je disais, le e-invoicing, donc c'est la facture telle qu'elle est avec les données standards, le SIREN, la date de facture, etc. Son champ d'application, donc ça ne concerne que les transactions, donc que ce soit les transactions d'achat ou de vente de biens ou de prestation de services qu'on va réaliser entre des entreprises françaises qui sont établies en France plutôt et qui sont assujetties à la TVA. En plus, du coup, de l'ancien champ d'application qui y avait, donc les factures B2J, donc toute facture qui était adressée à l'État. Dans le e-reporting, en fait, ça va être un champ d'application qui est complémentaire à l'e-invoicing. Donc, ça va concerner dans un premier temps, ça va être en fait des informations complémentaires à la facture. Pour toutes les factures qui ne sont pas concernées par le e-invoicing. Donc, on va retrouver les factures B2B non domestiques, donc toutes les factures d'entreprises assujetties en France adressées à des entreprises non françaises, en plus des factures qui sont adressées à des non assujettis, par exemple des associations ou des particuliers. Dans un second volet, on va aussi avoir les données relatives au paiement. Donc, ce sera aussi un autre flux qu'il faudra transmettre dans le cadre de e-reporting. Et pour le coup, ça va concerner que les transactions de prestation de services pour lesquelles la TVA est due à l'encaissement. Passons maintenant au schéma en fait qui va être mis en place, en fait, qui a été proposé du coup par l'État, contrairement en fait à d'autres pays. En France, l'État a fait le choix en fait d'avoir le schéma qu'ils appellent un schéma en Y. Ils ont fait le choix d'avoir en fait plusieurs acteurs qui vont entrer en jeu dans cette réforme. Donc, on va discerner 3 acteurs. Et ensuite, le 4e acteur, donc c'est les entreprises qui vont se placer soit en tant que fournisseurs ou acheteurs. Donc, on va avoir une entreprise, par exemple, un fournisseur qui, lui, va devoir faire un choix. Comment il va vouloir communiquer, donc envoyer sa facture à l'État. Donc, on va avoir, dans un premier temps, le portail public de facturation. Donc, c'est ce qu'ils appellent le PPF, qui est actuellement donc, le Chorus Pro, tout simplement. Donc, il va évoluer pour qu'il puisse réceptionner les nouveaux types de factures. Sur ce portail, on va avoir soit un accès via le portail web. Donc, on va pouvoir venir déposer ces factures manuellement sur le portail, soit du coup s'y connecter en mode API ou EDI. Donc, pour qu'un fournisseur puisse transmettre une facture à un client, il va donc forcément passer par un acteur qui, lui, va transmettre la facture au portail et qui, lui, du coup, ensuite, le PPF transmet les informations fiscales à l'administration fiscale. Un fournisseur, donc, il peut choisir on va avoir en fait un opérateur de dématérialisation, en l'occurrence, dans notre cas, donc Axelor. Donc, ça va être un prestataire de services en fait qui va accompagner les entreprises en amont pour envoyer la facture, soit si on choisit le circuit-là directement vers le PPF, ou sinon en l'accompagnant si en plus le fournisseur il a souscrit à une plateforme de dématérialisation partenaire. Donc, l'OD va s'occuper du coup d'envoyer la facture à la PDP qui, elle, va la transmettre au portail. Donc, tout ça, en fait, ça va être comment chaque acteur saura à qui, par quel circuit envoyer la facture. En fait, on va tout simplement avoir un annuaire. Et dans cet annuaire, on va avoir un système de routage
qui est basé sur le SIRET, SIREN des entreprises et des adresses mail pour savoir quel moyen de communication quel circuit en fait le client ou le fournisseur a choisi. Donc, par exemple, là, si on prend un acheteur ici, le fournisseur à ce stade-là, il saura en fait que cette entreprise lambda, elle a choisi de faire circuler ses factures via une plateforme lambda. C'est l'annuaire qui permettra de définir finalement quel est le flux qu'a choisi l'entreprise pour pouvoir communiquer avec les autres plateformes, ce qui permettra demain au fournisseur, quand il va transmettre sa facture, avec du coup le nom du client qui sera contenu à l'intérieur, donc du format par exemple FactureX, de rechercher dans l'annuaire, donc ça va plutôt être les PDP ou le PPF, de rechercher dans l'annuaire et de voir quel est le moyen de communication qu'a choisi derrière le client pour pouvoir lui transmettre sa facture. Et peut-être de passer donc d'une OD, de transiter par le PPF ou transiter par une PDP jusqu'à finalement le destinataire. Pour rebondir du coup sur une des questions, la première question qui a été posée, donc tous les formats vont-ils coexister ou bien seulement FactureX? Il y a 3 formats dans le socle minimal, UBL, CII et FactureX. Les 3 formats sont supportés en réception par le PPF, également en émission. Les PDP ont l'obligation de supporter en réception la totalité des 3 formats. Par contre, en ce qui concerne les OD, il y a beaucoup plus de souplesse. Ce n'est pas forcément leur cœur de métier. Donc, l'idée, c'est pas forcément de supporter ces formats. D'ailleurs, ça pourrait même d'en supporter aucun, du moment où on est capable de communiquer avec une PDP. Le choix d'Axelor, c'est de supporter FactureX, aussi bien en émission qu'en lecture, et de pouvoir directement se connecter au PPF. D'éviter finalement le passage par une PDP, c'est pas quelque chose d'impératif. L'idée demain, c'est que nos utilisateurs aient le choix. On aura peut-être des entreprises, des groupes qui vont imposer derrière un canal pour l'ensemble de leur division, et on y sera peut-être contraint. Donc, l'idée, c'est par défaut de proposer de passer par le PPF, mais d'avoir la possibilité de passer également par des PDP si besoin, tout en exploitant du coup le format FactureX. Dans tous les cas, le PPF supportera l'ensemble des formats, les PDP également en réception, et évidemment en émission également pour le PPF. Oui, du coup, on va juste revenir un petit peu sur le calendrier. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore tous les éléments parce que la loi de finances qui devait être publiée, elle sera publiée qu'en octobre. Donc, on a eu une première réunion de communauté des relais. On a eu quelques éléments, mais c'est encore sur plusieurs mois, donc on n'a pas tout le détail. En tout cas, ce qui est prévu, c'est qu'en 2024, là, donc le portail public de facturation, il n'est pas encore prêt. Il est toujours en cours de conception et donc en cours de développement tout 2024. Ceci n'empêche qu'il y aura en 2024, du coup, parce qu'il y avait une phase pilote initialement qui était prévue de débuter, dans laquelle d'ailleurs on est candidat, qui était prévue d'être lancée début 2024, mais donc qui va être repoussée plutôt pour 2025. Mais sauf que du coup, elle va être un peu plus prolongée. Initialement, elle était prévue sur 6 mois. Là, ce serait plutôt sur toute l'année 2025. Et il y aura en fait sur une période aussi l'accès au PPF du coup en mode sandbox. Donc on aura en fait au lieu d'avoir juste des données réelles, donc il y aura aussi la possibilité de se connecter au PPF mais en utilisant des données fictives. Ensuite du coup oui, tu voulais rajouter quelque chose? C'est un petit peu toute la difficulté qu'on rencontrait en tout cas cette année pour les développements de notre module, c'est que intégrer du FactureX, bah oui, c'est faisable, hein, c'est complètement défini, donc on a pu le réaliser. Se connecter au PPF, c'est pas possible puisqu'il n'existe pas encore. L'annuaire n'est pas non plus encore construit. Et cette phase pilote,
elle est très complexe parce que elle a pour objectif de valider un maximum de cas de figure, donc des cas d'interco, des cas de contre-marque, enfin un petit peu tous les cas qu'on peut rencontrer au niveau de la facturation, en identifiant des pilotes qui peuvent être des PDP, qui peuvent être des ED, également des clients, et d'arriver à recouper finalement entre l'ensemble de ces acteurs les différents flux qui peuvent être échangés pour pouvoir les valider. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement demain Axelor de pouvoir valider avec ses propres clients le fait que le flux fonctionne, ça va plus loin que ça. Et donc, il y a tout un enjeu derrière d'interconnexion avec différents acteurs et de recensement. Et savoir finalement qu'un de nos clients travaille peut-être avec un client d'un autre OD ou PDP et d'arriver finalement à être le plus exhaustif possible dans les tests. Initialement, ils étaient partis sur une phase pilote de 3 mois, si je ne m'abuse. Phase pilote, c'était 6 mois. C'était de janvier. Oui. 6 mois qui avait démarré donc, pour les phases de candidature en juillet cette année et qui, du coup, en est pas mal de difficultés également parce que il y a eu toute cette problématique de recensement derrière des acteurs qui fait que clairement le calendrier ne devrait pas être accéléré, même si aujourd'hui on a pas mal d'acteurs, et on le voit sur les réseaux sociaux, qui poussent à accélérer du coup le calendrier, parce que c'est pas judiciaire pour tout le monde finalement de décaler cette réforme. Pas mal d'entreprises qui ont investi, que ce soit des clients finaux, des entreprises, ou bien des opérateurs de démat ou des PDP, sans finalement pouvoir en tirer le bénéfice derrière. Et donc, plus la réforme est appliquée finalement rapidement et plus sera bénéfique pour tout le monde, avec la difficulté qu'elle est extrêmement compliquée à mettre en œuvre. Merci Geoffrey. Je peux juste compléter en disant en fait que tu as cité Facturix. En fait, même Facturix, là, on peut facilement en fait lire et émettre les données, mais en fait la complexité, c'est aussi là les spécifications en fait qui sont mises à disposition par l'État. C'est toujours un travail en cours. D'un côté, il y a encore plusieurs cas d'usage en fait qui sont pas qui sont en cours d'étude. Et en fait, on va avoir aussi certaines données. Donc, quand on va regarder en fait les balises qu'on va mettre dedans, c'est pas les mêmes règles parce que du coup, Facturix, c'est un format qui est utilisé aussi en Allemagne. Et les informations en fait les outils qu'on va trouver en ligne pour pouvoir générer par exemple une Facturix, c'est basé plutôt sur la législation allemande. Donc, en fait, le format sur lequel on se base le XSD du coup français, il n'est pas encore totalement fini. Donc en fait, même pour finaliser en fait le travail sur Facturix côté français, on dépend finalement en fait du travail de l'État qui n'est pas encore fini. Et du coup, juste pour finir sur le calendrier, pour la dernière partie du coup concernant les obligations, comme ce que j'ai dit un peu plus haut, on va en fait avoir une obligation par palier, donc en réception et en émission qui est différente. Réception à partir du premier trimestre 2026 pour toutes les entreprises et l'émission pour les petites moyennes entreprises à partir de septembre-octobre. Après, voilà, là, c'est juste le calendrier qui se dessine et ça va être un peu plus clair d'ici les semaines à venir. L'idée, c'est de revenir un petit peu sur l'architecture de la solution, de ce que l'on a prévu et de ce qu'on a réalisé aujourd'hui dans l'outil, en sachant qu'on n'a pas travaillé uniquement dans le cadre de la réforme, mais de manière plus générale pour pouvoir derrière gérer l'ensemble des flux dématérialisés. Donc dans ces 4 briques, ce qu'on retrouve donc à gauche, AOS qui est le RP que l'on propose, le produit, où on va générer derrière les fichiers peut-être en email, en PDF, en Excel, sans avoir d'impératif. Aujourd'hui, on n'a pas l'obligation de passer par un format dématérialisé. Donc ça peut très bien être l'idée de sortir un document PDF dans un premier temps, ou bien un format Excel parce qu'on a besoin aussi peut-être de les compléter, enfin peu importe. Donc AOS génère ces fichiers standards. Ensuite, on a le générateur de fichiers EDI qu'on va retrouver en haut dans la brique verte, qui elle, permet derrière non seulement de pouvoir déclencher des formats dématérialisés, Edifact, Facturix, entre autres, mais également d'appliquer des règles de contrôle.
on veut éviter surtout d'envoyer des données qui, du coup, n'auraient pas satisfait un certain nombre de règles. Et ces règles, elles sont entièrement paramétrables demain par un administrateur ou bien un partenaire qui pourrait, intégrateur qui pourrait également accompagner les entreprises sur le sujet, dans l'idée de pouvoir peut-être faire des rapprochements, des contrôles de cohérence sur les pièces avant de permettre ensuite de les envoyer vers un connecteur. Donc, on a AWS qui va traiter, par exemple, notre flux de facturation. On va être capable de sortir un fichier Excel qui contient une annexe à notre facture, pourquoi pas, un document PDF pour nos commandes. Et ensuite, on va passer par le générateur de fichiers qui va nous permettre derrière de déclencher des fichiers dématérialisés qui ensuite seront transmis via la brique rose à droite à des plateformes tierces au travers de connecteurs spécifiques. Donc les connecteurs qu'on retrouve, c'est évidemment un connecteur vers le PPF, le portail public. C'est des connecteurs vers les PDP qu'on complétera au fur et à mesure. Dans l'idée, on a choisi de partir sur le PPF et une PDP et par la suite de le compléter en fonction des cas qu'on va rencontrer un petit peu par opportunisme. Et puis également se connecter à des plateformes EDI, comme je faisais référence tout à l'heure à la Golda, par exemple, dans l'automobile. Et puis, on a dans le flux inverse l'intégration des données. Et donc, pour ça, on va partir du connecteur. On va peut-être faire, pour le coup, également de la lecture OCR, comme ça peut être le cas avec Rossum, pour récupérer la donnée, ou bien lire des fichiers dématérialisés comme FactureX. Et à partir de ces données qu'on aura du coup récupérées, qu'on aura capturées, eh bien, on va effectuer des contrôles de cohérence, c'est-à-dire qu'on va vérifier, par exemple, si le total TTC est bien égal au total hors taxe plus la TVA, ou bien de vérifier des règles de rapprochement, c'est-à-dire est-ce que l'IBAN qui apparaît sur la facture de notre fournisseur correspond bien à l'IBAN qu'on avait enregistré dans le RP, dans l'idée d'éviter eh bien peut-être une erreur de règlement. Ou encore que finalement, le montant de la facture correspond bien au montant de la commande à partir de laquelle elle a été émise. Et une fois que tous ces contrôles sont réalisés, eh bien, on va intégrer directement la facture en comptabilité avec différents niveaux d'automatisme. Voilà pour le schéma global. Ensuite, je vais revenir donc, sur ce cycle Purchase to Pay, qui peut d'ailleurs déjà être mis en place aujourd'hui, qui continue à évoluer avec la réforme et qui peut déjà être mis en place. On trouve donc en orange les fournisseurs. Ce qu'on a illustré ici, c'est le fait qu'on va travailler en mode mixte. La réforme, elle est progressive. On va démarrer par une réception des factures des grandes entreprises, puis progressivement pour l'ensemble des entreprises. Donc, ça veut dire qu'on va devoir non seulement intégrer des factures dématérialisées, mais peut-être également des factures qui vont arriver dans un autre format. C'est aussi le cas parce qu'on a des fournisseurs qui peuvent être en France et d'autres à l'étranger. Et donc, à l'étranger, ne vont pas forcément nous émettre des factures dématérialisées. Donc, l'idée, c'est que, quel que soit finalement le flux d'entrée, eh bien, on va passer par le même module qu'on appelle Data Capture, qui va être capable derrière d'exploiter la donnée, quelle que soit finalement son origine, avec évidemment une donnée qui est plus qualitative si elle est issue de factures dématérialisées, puisqu'il n'y a pas d'erreur de lecture. Contrairement par exemple à une lecture OCR, où l'outil tel que Rossum ou Mindy va permettre d'ailleurs de lire le contenu, de lire également le contenu des lignes, d'apprendre et de se corriger au fur et à mesure. Pour autant, on n'est pas exempt d'avoir une erreur, peut-être aussi parce que le document qui a été scanné eh bien, n'est pas de bonne qualité, tout simplement. Donc, on a ces contrôles de cohérence qui vont être appliqués, quel que soit le point d'entrée, même si la donnée peut être moins qualitative. Et puis, les contrôles de rapprochement, comme on l'illustrait avec les commandes. C'est un site complètement automatisé de Purchase to Pay. L'objectif, c'est d'arriver à rapprocher nos factures de commandes ou de bons de réception, de vérifier que les montants sont bien exacts ou bien que les tolérances qu'on s'est fixées correspondent. Je parle de tolérance parce que des fois, dans certains secteurs d'activité, par exemple la métallurgie, on est lié au cours de la matière, par exemple, et donc évidemment, en fonction de son évolution, le bon de commande ne va pas correspondre à la facture.
Par contre, on peut mettre des automatismes, des règles qui peuvent être construites sur mesure et qui permettent de définir des tolérances en pourcentage ou en fonction d'une période et s'assurer que la facture corresponde bien finalement à notre commande. Et d'automatiser le cycle jusqu'à l'enregistrement de la facture. De traiter finalement que les factures qui sont en anomalie pour plusieurs raisons, soit parce qu'elles ne correspondent pas à notre bon de commande ou à notre bon de réception, et dans ce cas-là, on va pouvoir se rapprocher derrière du fournisseur, ou alors parce que finalement on a eu des erreurs d'intégration, de lecture, et dans ce cas-là, de pouvoir aussi soit aller corriger le lecteur OCR, ou bien de corriger l'application si c'était une donnée qui était mal enregistrée, comme par exemple un IBAN. Et puis ensuite, eh bien de continuer le cycle jusqu'à l'enregistrement de la facture en comptabilité. En comptabilité, l'idée, c'est aussi que tout soit automatisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé rechercher un compte comptable comment dire, de classe 6 ou de classe 4 pour pouvoir derrière enregistrer notre facture, mais que l'ensemble soit automatisé. Automatisé comment? Simplement parce que notre facture, elle est rapprochée du coup d'une commande, soit directement, soit au travers d'un bon de réception, et que cette commande va appartenir à une liste d'articles, chaque article étant associé derrière à des comptes comptables. Donc l'idée, c'est qu'on arrive vraiment à automatiser l'ensemble du flux et qu'on puisse traiter que les anomalies qui auraient pu être rencontrées, et donc d'avoir un gain de temps lors de l'intégration de ces factures. On évite la saisie, on évite les erreurs avec un contrôle qui n'aurait pas été effectué. Donc le principe des KV dont je parlais tout à l'heure, le fait que l'outil a lui-même détecté qu'un IBAN n'était peut-être pas correct, par exemple. Et derrière, de pouvoir automatiser ce flux jusqu'au règlement de notre fournisseur, avec bien évidemment la prise en compte de notions de bons à payer, par exemple, sur les factures, une fois qu'elles ont été intégrées, qui peuvent être des bons à payer qui sont ensuite apposés manuellement par un opérateur, ou peut-être en fonction de règles de validation. On peut imaginer qu'une facture en dessous de 2 000 € serait automatiquement du coup bonne à payer si les contrôles qui étaient effectués par Data Capture étaient bons. Eh bien, on allait jusqu'à son règlement, peut-être dans les semaines qui suivent, en fonction des conditions de règlement. Et puis, donc on puisse complètement l'automatiser. Et puis que les factures qui soient d'un montant plus important, eh bien, passent par une double validation par un utilisateur qui va derrière, si par exemple c'est plus 1 000 €, aller valider que le contenu correspondait bien à ce qui était attendu et la valide. On peut aussi avoir des contrôles, qui ne sont pas des contrôles bloquants, mais juste informatifs. Je parlais de tolérance tout à l'heure, ça peut être le fait que peut-être que la facture n'est pas exacte, mais qu'elle est à 2% d'écart. Donc on a une alerte qui est levée pour l'utilisateur, pour autant la facture ne sera pas bloquée pour son intégration. Un deuxième schéma qu'on souhaitait vous présenter concernait du coup l'émission de facture. Ce qu'on voulait illustrer, c'était vraiment le fait que l'outil était vraiment multiplateforme, multiformat. Donc on retrouve en haut à gauche, donc AOS, le RP avec les commandes, les BL, les factures, donc plusieurs fiches métiers. On n'est pas bloqué uniquement sur la facturation électronique dans l'outil. On peut également demain utiliser la dématérialisation pour d'autres fiches métiers, telles que les commandes. De pouvoir ensuite choisir le format de sortie, sachant que ce format de sortie, il peut être mixte dans l'outil. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des bons de commande qui soient émises via Edifact, et puis des factures qui seraient émises au format FactureX et qui transiteraient peut-être par un autre canal. Finalement, on peut même le définir par entité. C'est-à-dire demain, décider que pour certains clients, on va leur émettre des commandes au format PDF, et pour d'autres, on va les émettre au format Edifact et dans un flux complètement dématérialisé. Donc, une fois que ces fichiers ont été générés, on va pouvoir les transmettre, et on va pouvoir les transmettre suivant différents canaux qu'on a illustrés ici. Donc, évidemment, on retrouve les PDP ou le portail public. On retrouve également les portails EDI, notamment à travers du format Edifact, mais on a toujours l'envoi d'email, peut-être pour un flux à l'étranger ou en complément, ou pour une commande. Et puis, on a évidemment d'autres échanges possibles. On peut travailler par web service, on pourrait travailler par SFTP ou par d'autres moyens qui seraient nécessaires demain. L'idée, c'est qu'on travaille par briques. Donc, on a
l'ERP, une brique qui nous permet derrière de générer les fichiers, une brique qui permet de générer les flux dématérialisés, flux EDI, et puis ensuite, en fonction du canal que l'on va exploiter, eh bien, on a un module qui permet de faire la connexion avec telle ou telle plateforme. Donc, c'est vraiment finalement un outil qui est construit sur mesure en fonction des besoins du client. Un autre exemple d'application qu'on a souhaité vous présenter, c'est les notes de frais. Schéma un petit peu différent des factures, et pour autant, il doit demain être dématérialisé. Il doit être obligatoirement dématérialisé si on veut, du coup, comment dire, s'abstraire du fichier papier. C'est-à-dire que le schéma idéal pour des notes de frais, c'est finalement, on sort du restaurant, on a pris la note, on la photographie avec le téléphone, on envoie à l'ERP, et puis derrière, cette note est automatiquement dématérialisée et on peut jeter le justificatif. La note de frais est pré-remplie et on n'a plus qu'à l'envoyer pour validation. Donc aujourd'hui, ce que l'on permet au travers de la solution, c'est de retrouver, comme je disais, sur l'application mobile, la possibilité de scanner un justificatif. C'est aussi le fait d'en faire une valeur probante. Pour pouvoir finalement jeter le document papier, on a besoin de non seulement l'avoir scanné, l'enregistrer dans un format qui est inaltérable, mais également d'en faire une valeur probante en le redatant et en le signant. Donc aujourd'hui, nos documents, par exemple, une image qui serait capturée, soit à travers d'appli mobile ou bien finalement simplement avec un scanner, eh bien, ce document, il va être transformé automatiquement en PDF. Il va être signé avec une signature PKCS7 qui va avoir comme intérêt d'appliquer également un horodatage et d'être ensuite intégré directement dans le document PDF. Donc, c'est un seul fichier à la fin, mais qui fait valeur probante et qui nous permet de pouvoir jeter le document papier. Et puis, on a un module de lecture OCR, soit au travers de Rossum ou de Mindic qu'on utilisait pour la facturation jusqu'à maintenant, et qu'aujourd'hui on a généralisé, alors pas encore pour toutes les fiches métiers, mais dans la version qui sortira en début d'année prochaine, on l'aura du coup appliqué au niveau notamment des notes de frais et d'autres fiches métiers pour pouvoir automatiser complètement le flux d'intégration et faciliter le travail pour l'utilisateur. Voilà, donc l'enjeu de la démat va au-delà de la facture et va au-delà de la réforme finalement, parce que la réforme impose uniquement un flux de facture dématérialisé, mais ça a aussi de l'intérêt sur d'autres flux métiers comme les commandes, les bons de livraison, un catalogue produit, dans l'idée d'automatiser les tâches et d'avoir une donnée qui est plus qualitative. Ensuite, donc, on voulait vous partager un petit peu une méthode, alors ici en quelques mots, mais sur l'accompagnement qu'une entreprise a besoin demain pour pouvoir finalement traiter cet enjeu de facturation électronique, que ça fasse finalement partie de la réforme ou non. L'idée, ça serait de traiter ce sujet comme un sujet un peu secondaire, un peu annexe, en se disant qu'on va choisir une PDP dans quelques mois, et puis que le jour où elle sera applicable, eh bien, on démarrera le chantier. En fait, c'est un chantier quand même qui est d'importance, puisque derrière, il a un retentissement fort, pardon, sur les outils qui sont utilisés et qui ne sont pas forcément tous prêts pour pouvoir gérer la démat, donc qui vont s'appuyer peut-être plus ou moins sur des plateformes. Mais c'est un enjeu non seulement de fichiers, mais également un enjeu de flux. C'est-à-dire que pour un éditeur, ce n'est pas simplement d'être capable de générer un fichier et de l'intégrer, mais c'est également de revoir l'ensemble du flux de facturation, des statuts par exemple des factures dans la solution, qui doivent coller avec la réforme et avec l'attendu dans les fichiers, en allant jusqu'au suivi de TVA. Donc, cet enjeu, il est important évidemment pour les éditeurs,
et les intégrateurs, mais également pour les entreprises demain utilisatrices qui devraient finalement eh bien, désigner un chef de projet pour arriver à coordonner l'ensemble du pilotage, de trouver finalement un ERP, de trouver peut-être une PDP, de voir s'il faut passer par le PPF en fonction des besoins de l'entreprise, en fonction des usages et de l'activité. Et puis, si on veut finalement le mettre en place et en tirer le plus de bénéfices possible et pas uniquement eh bien, s'appliquer à répondre à la réforme, c'est également de lancer un chantier encore plus gros de démat qui concerne la facture, mais également d'autres fiches métiers pour pouvoir automatiser. Et à ce moment-là, il faut vraiment désigner un chef de projet qui puisse piloter ce sujet, définir évidemment un planning. Alors, c'est des étapes qui paraissent assez classiques, mais il paraît toujours bon de les rappeler. Et ensuite, de pouvoir auditer l'ensemble derrière des outils existants, des flux existants, dans l'idée de peut-être aussi sensibiliser les utilisateurs. Il y a un gros enjeu de transformation au niveau des équipes. Leur métier pour certains ne sera pas le même du coup demain. Donc, c'est aussi de les accompagner. Et finalement, de faire de cet enjeu de facturation électronique et de démat finalement un atout pour l'entreprise et non pas une contrainte imposée par l'État auquel on serait obligé de se plier et sans en tirer aucun bénéfice. Et évidemment, si vous le souhaitez par la suite, on peut aussi vous accompagner, alors soit directement, soit au travers de nos partenaires sur ces sujets. Un dernier peut-être point avant de se quitter. On organise donc le 23 novembre à Station F à Paris notre Open Summit qui est vraiment un incontournable pour l'écosystème Axelor. Vous allez retrouver Axelor d'une part avec des conférences qui sont organisées. On a différents acteurs experts du domaine qui interviendront, peut-être sur l'industrie, sur la facturation électronique notamment. On a la chance d'avoir Cyril Sautreau, le président de la FNFE, qui sera présent pour une conférence, si je ne me trompe pas, en fin de matinée. Et vous retrouverez également l'ensemble de nos partenaires, qui ont souhaité participer, donc, ainsi que partenaires intégrateurs, ainsi que des partenaires technologiques. Et évidemment, on sera disponible également pour répondre à toutes les questions que vous poseriez sur le sujet. Voilà, on vous remercie de votre participation et on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée.